Ouais, enfin en fait, tu prends un cactus, et là dès que t'as plus de souris, t'écris une peinture. Ah, coucou! Je suis super heureux de vous retrouver pour ce 39e épisode de Fasciné, et comme à l'accoutumée, je vais tâcher de vous présenter un top 3 des crescendo des supposés meilleurs films qui s'inviteront mercredi prochain dans vos salles. Donc le 7 octobre, au programme d'aujourd'hui, il va falloir prendre Del Toro par les cornes. Merci, arrêtez, vous me gênez. Bref, une nouvelle pépite, ainsi que la plus grosse blague de 2015. Camion, escorte et pompiers, bienvenue dans Fasciné. Et oui, cette semaine, on hérite une fois de plus d'une pointure de la mise en scène, et qui d'autre que Guillermo del Toro pour aller titiller l'univers de Tim Burton. Réalisé donc par Guillermo et non Benicio del Toro dont on a parlé la semaine dernière et qui n'a rien à voir avec la choucroute, Crimson Peak est la nouvelle pépite du registre baroque horrifique et nous promet le meilleur. Distribué par Universal Pictures, ce film accueillera en tête d'affiche la belle Jessica Chastain qui finira bien par avoir un Oscar, ainsi que Tom Hiddleston, davantage connu sous les traits de Loki dans Thor et Avengers, pour ne citer que bien évidemment. Le film a choisi son camp et la classification américaine lui a donné un R, ce qui empêche les mineurs de moins de 17 ans d'y aller non accompagnés. Il y a en outre peu de chances que chez nous, ils se prennent à moins de 16. Mais bon, on ne sait jamais. Côté budget, le film a hérité d'un beau chèque de 55 millions de dollars, ce qui est beaucoup mais très loin des 180 millions de dollars que Pacific Rim a nécessité. Côté scénar, nous sommes au début du siècle dernier et nous suivons Edith, une jeune romancière qui demeure aux côtés de son père à Buffalo dans l'état de New York. Cette dernière est littéralement hantée par le décès de sa mère et possède un don pour pouvoir communiquer avec l'au-delà, jusqu'au jour où elle reçoit un message pour le moins mystérieux lui déconseillant formellement de s'approcher de Crimson Peak. Mais très vite, l'amour et la passion la rattrapent et l'obligeront à choisir entre son ami d'enfance ou un charmant docteur. Faut bien un petit peu de romance. Ainsi, le décor est planté. Tim Burton et son Dark Shadows peuvent déjà trembler face à ce Crimson Peak davantage tourné vers le premier degré, mais dont l'empreinte esthétique est clairement inspirée. Esquissé déjà depuis 2006, le tout nouveau bébé de Del Toro a connu un tournage pour le moins difficile à cause des conditions météorologiques, puisque la maison qui a servi de décor a été construite dans le nord canadien, et autant vous dire que, mi-février, au pays des caribous, tu sors ni le Marcel, ni les tongs. Et donc, pourquoi Crimson Peak ? Pour faire simple, tout simplement pour tout ce que ça représente. Guillermo del Toro est considéré comme l'un des ténors du registre fantastique, et sa patte artistique le distingue cruellement de tous ses confrères. Son cinéma est très éclectique et il a prouvé à maintes reprises qu'aucun registre ne pouvait l'effrayer. Du blockbuster au fantastique, en passant bien évidemment par l'épouvante et le film de super-héros. Rien ne le fait vaciller et c'est en cela que l'on reconnaît les plus grands. Je ne doute donc absolument pas que Crimson Peak soit une réussite. Et tout de suite, le maintenant si... Saviez-vous que pour les costumes, la personne en charge de les réaliser a été contrainte de bannir impérativement le blanc, le noir et le rouge, histoire de contraster avec les couleurs du manoir. De ce fait, elle a utilisé le doré, le vert et le bleu. Ah, vous le saviez pas, hein? Eh bien maintenant si! Et passons tout de suite à la seconde marche du podium. Yippee-ki-yay motherfuckers! On passe d'un réalisateur novateur à un génie illuminé qui est pour le cinéma ce que le cacao est au chocolat. Quand il y en a, on sait que ce sera bon. Réalisé par le virtuose Woody Allen, L'homme irrationnel est sa dernière mise en scène en date et succède ainsi à Magic in the Moonlight, sorti il y a moins d'un an avec Colin Firth et Emma Stone dans les rôles titres. Précédé par une carrière et un palmarès absolument hors norme, le réalisateur de Matchpoint est lauréat de plus de 20 prix dont 3 Oscars, 3 Golden Globes ainsi que 9 BAFTA, l'équivalent de nos Césars outre-Manche, et ça, c'est quand même pas peu. Baptisé Irrational Man au pays de l'oncle Sam, ce nouveau joyau accueillera comme à l'accoutumée un casting de prestige, comprenant cette fois-ci le grand Joaquin Phoenix que vous avez rencontré dans Gladiator ou La nuit nous appartient, ainsi que Emma Stone qui a brillé récemment dans Birdman d'Alejandro González Iñárritu, ainsi que dans les 2 volets de The Amazing Spider-Man. Côté scénar, nous suivons Abe Lucas, un professeur de philosophie particulièrement morose qui a littéralement perdu les rênes de sa vie amoureuse. Il débarque dans une petite université sans grande prétention et entame 2 relations, une avec une collègue en pleine crise de solitude et l'autre avec sa meilleure étudiante qui deviendra par la suite sa meilleure amie. Cette dernière laisse petit à petit la passion s'emparer d'elle, mais plus elle s'y attache, plus il la rejette.
jusqu'au jour où ils tomberont sur une conversation qui changera leur destin à tout jamais. Depuis les années 60, Woody Allen fait partie intégrante du 7ème art, comme s'il avait son propre registre que la concurrence ne tentait que d'approcher. Sauf que côté box-office aux États-Unis, bah, les chiffres ne sont pas aussi bons qu'il y a plusieurs années. Et la France dans tout ça, me diriez-vous? Eh bien c'est un véritable carton, entre 1 et 2 millions d'entrées à chaque nouvelle sortie. Prenons Minuit à Paris par exemple, qui est sorti il y a moins de 4 ans. Il a enregistré 1 700 000 tickets vendus, ce qui est absolument considérable au vu du budget. Et de surcroît, les critiques sont bonnes. Je sais pas ce qu'il nous faut. Et donc, eh bien pourquoi l'homme irrationnel? Eh bien, déjà il n'y aura pas un grand suspense, puisque hormis le casting qui est excellent comme d'habitude, eh bien un Woody Allen, ça trouve toujours chaussure à son pied. Ou spectateur à sa salle. C'est selon. Il affirme d'ailleurs depuis de nombreuses années que sa plus grande tristesse, c'est de ne jamais avoir réalisé de chef-d'œuvre. Lui, Woody Allen, avec sa filmographie. Alors qu'il y a une quantité incalculable de metteurs en scène français, imbus d'eux-mêmes, qui se touchent pendant des années pour avoir bouclé 1 ou 2 navets. Et à presque 80 ans, s'il est capable de faire encore mieux, eh bien nous on attend que ça. Et peut-être même avec celui-ci. Et tout de suite, le maintenant si. Saviez-vous que cela faisait déjà 10 ans, donc depuis 2005, que Woody Allen ne s'était pas tourné vers le registre du thriller? Et quand on a vu Matchpoint, eh bien on prend pas trop de risques à se laisser tenter par ce nouveau film. Ah, vous le saviez pas, hein? Eh bien maintenant si. Et passons sans plus attendre au troisième et dernier film de la semaine. Allez, Balayuk, envoie les images. Alors, c'est quoi ça? Donc c'est réalisé par Arthur Benzaken, dont c'est le premier film, pas étonnant. Avant ça, il était acteur, enfin pas qu'un simple acteur, apparemment un acteur avec un sacré flair, puisqu'il a joué dans Coco avec Gad Elmaleh, dans Gomez et Tabarez avec Titoff et Stomy Bugsy, ainsi que dans RTT avec Cadmerade. Autant vous dire que l'addition des 3 notes, eh bien, est dégueulasse. Côté scénar. Côté scénar. Côté scénar, Portnawek. Bref, donc c'est un mec qui veut cambrioler les Galeries Lafayette. Mais avant de sortir, bah, il a le passage bloqué par des gamins. Et pour pouvoir se tirer, bah, il leur raconte l'histoire d'Aladinde. Voilà. Qu'on connaît tous, quoi. Ah bah, ça sert à ça les post-it, hein. Mais plus sérieux, c'est pour ça que je suis pas vraiment fan du cinéma français, quoi. Parce que ça, là, c'est pas du cinéma. C'est de l'opportunisme. Kevin Smadja dans le rôle d'Aladin. Je veux dire, ça a autant de sens que Clint Eastwood dans le rôle de Mickey Mouse. On s'en bat les yeux, quoi, en fait, donc bah, allons-y, quoi. Alors, pour le jeu et le sens comique, on repassera. Mais quand j'ai vu ça, j'ai perdu foi en l'humanité. Mon projet professionnel, ce serait de devenir Michael Jackson. Je comprends pas. C'est-à-dire faire une école de Michael Jacksonage afin de devenir Michael Jackson à mon tour. Bref, et donc, eh ben pourquoi les nouvelles aventures d'Aladin? Non mais sans déconner, c'est non, quoi. C'est non, non, non. Faux, menteur, va-t'en. Je vais pas développer parce que je vais devenir méchant et j'aime pas être méchant. Je suis pas méchant. Mais non, jamais. Enfin bref, souhaitons-lui le même succès que ce chef-d'œuvre, hein, qui risque d'être équivalent. Et surtout, la meilleure des réussites. En chœur, 3, 2, 1... Et tout de suite, le maintenant si. Non, je déconne. Merci à vous d'avoir suivi cette chronique. J'espère vous avoir donné envie d'aller voir au moins l'un de ces 3 films. 3 films. 3 films. Sinon, bah... regardez cet extrait en boucle. Bibi Zouzou,
Bibi Zouzou et portez-vous bien, ciao. Et rendez-vous dans les salles obscures. J'espère que ces films vont vous fasciner. Oyez, oyez, habitants de Bagdad, Aladdin arrive, vous n'êtes pas de taille. Bandez les yeux à vos femmes, elles vont tomber sous le char. Prétendant, si tu l'aimes, je te conseille de baisser les armes. Oyez, oyez, habitants de Bagdad, Aladdin arrive, vous n'êtes pas de taille. Bandez les yeux à vos femmes, elles vont tomber sous le char. Prétendant, si tu l'aimes, je te conseille de baisser les armes. Oh, il vient de loin, ne cherchez pas à savoir